Pour moi, c'est le moyen d'écrémer un type de profil. Ceux qui n'ont pas une bonne mémoire. Ça n'apprend pas à aller vite. Ça apprend à aller dans une direction. Ce qui n'est pas pareil. À l'époque, je n'en avais pas conscience de ce que je vivais. C'est même plus sordide que ça. C'est que pour moi, c'était normal. C'est aussi une des problématiques que la société doit prendre en compte aujourd'hui, c'est que on ne peut pas apprendre en mode survie. Quand on est en état d'angoisse et de stress permanent, le cerveau il a autre chose à faire que d'apprendre des équations par cœur. Je m'appelle Ali, j'ai 32 ans et dans mon parcours, j'ai fait une école d'ingénieur suite à 2 ans de prépa scientifique et passage des concours. Au lycée, j'étais pas mal perdu par rapport à ce que je voudrais faire de ma vie. Ça, c'est clair. Je faisais juste ce qu'on me disait de faire, entre guillemets. J'étudiais sans y prendre de plaisir. Il n'y avait pas vraiment de matière qui m'inspirait particulièrement. Plus un peu quand même les matières scientifiques, là où les matières littéraires, j'étais complètement à l'ouest. Mais ça m'inspirait pas plus que ça. Sur la fin du lycée, il y avait quand même un domaine qui me plaisait, c'était la mécanique, notamment la mécanique automobile. Donc j'avais comme idée de faire un DUT, génie mécanique et productique. Mais il s'est avéré que sur la toute fin et par rapport à mes résultats du bac, on m'avait conseillé de tenter de m'orienter vers une prépa. Parce qu'a priori, j'étais pas trop mauvais. Et que la voie royale, c'est celle de la prépa pour intégrer les grandes écoles. Donc j'ai fait ça. Qui est-ce qui t'avait conseillé ça? Principalement des profs de sciences, physique, SVT. Profs de maths moins, au vu de mes résultats en maths. Mais ouais, c'est clairement les profs. Dans mon entourage, je viens d'un milieu qui ne connaît pas forcément le modèle scolaire et social français, entre guillemets. Donc on n'avait pas forcément de visibilité sur ce qui était intéressant de faire ou pas. Ah, j'étais dans Paris, j'ai fait toutes mes études dans Paris. C'était au lycée Maurice Ravel, qui est pas trop mauvais lycée a priori. Et du coup, par contre, pour ce qui est de la prépa, j'ai intégré une prépa entre guillemets bas de gamme, parce que j'avais pas les résultats pour intégrer les prépas élitistes. En PCSI, parce que mes résultats étaient bien meilleurs en physique qu'en maths. Donc la MPSI, c'était vraiment pas jouable. Notamment ce que je voulais viser, au vu de mes envies, ça aurait été potentiellement la PSI, c'est ce que j'ai fait, donc physique et sciences de l'ingénieur, plus que les maths physiques. Et après, alors j'avais pas d'idée d'école, j'ai juste fait prépa parce qu'on m'a dit de faire prépa, et j'avais même pas vraiment de visibilité sur les différentes écoles d'ingénieurs, je m'étais même pas posé la question pendant la prépa. Il s'avère que pendant les concours, j'ai eu pas mal d'écoles à l'E3A, si je me souviens bien des concours, et du coup j'ai intégré l'ISEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris. C'était soit sur concours, soit sur prépa intégrée. Donc pour les personnes qui avaient des très bonnes notes au bac, pouvaient tenter de rentrer en prépa intégrée. Et il y avait, je crois, une dizaine de places sur 200 pour les candidats sortant d'IUT. On va y revenir, mais en sortie de prépa, j'étais en burn-out. Et c'était le vrai burn-out. Je pense que j'étais pas loin de la dépression. Voire en dépression, mais pas plus diagnostiqué que ça. Je suis pas allé voir un médecin en particulier. Mais du coup, l'école d'ingé, c'était très étrange parce que c'était infiniment plus simple à vivre. Je flottais littéralement. J'étais dans une nonchalance. Et pourtant, j'ai fini major de ma promotion. C'est pour dire à quel point. Sur le papier, ça sonne incroyable. Tu dis, waouh, la prépa, ça t'a permis de. Non, non. C'était vraiment pas nécessaire. Alors, l'école d'ingénieur, qui se voulait généraliste, mais quand même avec un tronc de spécialisation, ça m'a permis de m'orienter dans les systèmes embarqués. Donc l'électronique embarquée, c'est-à-dire l'électronique qu'on va trouver sur tous les systèmes en mouvement. Avions, voitures, bateaux. C'est ce qui m'a permis de rester entre guillemets accroché à ce que j'avais envie de faire. Sachant que j'ai fait mon école d'ingé en alternance. Mais même après mon école d'ingé, j'ai décidé de continuer à me former
J'ai fait un master spécialisé, donc accessible uniquement au bac+5, en tout cas au master 2 et plus, en ingénierie des systèmes complexes, pour pouvoir justement travailler dans les systèmes, pas uniquement sur l'électronique, mais sur une vision globale des systèmes, notamment automobiles, même si dans ma carrière j'ai plutôt démarré dans le domaine aérospatial et défense. J'ai eu encore une fois un ras-le-bol, entre guillemets, des cours que j'ai pu avoir donc à Supaéro cette fois-ci, Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, spécialisé. Mon master spécialisé était là-bas, ouais, à Toulouse. J'ai été un peu gavé par ce que je faisais. Du coup, j'ai essayé de m'orienter, encore une fois, vu que l'école d'ingénieur que j'avais fait était relativement généraliste dans le domaine du numérique, j'ai pu me réorienter dans le développement logiciel, notamment le développement web. Et du coup, c'est après où je me suis encore senti mal parce que l'environnement du développement était un peu toxique. On reviendra sur ces épisodes-là. Plein de détails, oui. Pendant l'interview. Qui était franchement toxique pour moi. Je suis reparti sur le domaine dans lequel je m'étais spécialisé à la base, donc l'ingénierie des systèmes complexes, où j'ai travaillé en tant qu'architecte système, donc un poste d'ingénieur conception pure et dure, où on réfléchit en phase amont à comment concevoir notre système complexe. Et c'était dans le domaine de la défense. Et j'ai fait ça pendant 1 an, avant de rencontrer mon ancien associé aujourd'hui, et créer ma société en cybersécurité des systèmes complexes. Tu as arrêté ça. Et j'ai arrêté ça, effectivement, tout début de cette année, hein, au 1er janvier, c'était fini. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'être, entre guillemets, en année sabbatique, parce que je suis fatigué de courir dans tous les sens et faire des choses qui ne m'intéressent pas. Ma prépa, globalement, c'était pas ouf, du début à la fin, très clairement. C'était une ambiance, comme tout le monde le sait, très 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 compétitive. Le premier jour, ils ont été très bienveillants dès le départ. Là, ils ont dit vous êtes 50, à la fin de l'année, vous êtes 20. C'était une belle façon de nous dire bonjour, concrètement. C'était le premier jour de la première année de prépa. Et du coup, l'ambiance était un peu rude. Entre les élèves, il y avait 2 types. Ceux qui étaient là pour la compétition et qui étaient prêts à massacrer tout le monde pour pouvoir arriver à leur fin. Et ceux qui avaient abandonné dès le départ, entre guillemets. Qui étaient juste nonchalants et limite à banaliser, voire se moquer de ceux qui essayaient de s'efforcer à travailler. Je me plaçais dans aucun des deux, c'est pour ça que je n'interagissais avec personne. Littéralement. Donc je passais mes journées en prépa à ne parler à personne. J'habitais à Paris, chez ma mère, en l'occurrence, pendant les 2 années de prépa. J'avais une quinzaine de minutes de temps à trajet. Donc là, pour le coup, ça allait. Mais, ouais, concrètement, mes journées étaient uniquement dédiées aux études, pendant 2 ans. Mais vraiment très très extrême, hein. Je caricature pas. C'est que je passais pas loin de 14 voire 16 heures par jour à étudier. Je me levais à 7 heures pour des cours qui commençaient autour des 8h, 8h30. Donc je passais mon temps à étudier. Pendant les pauses, je révisais. Pendant les heures de repas, je révisais. J'essayais d'apprendre mes cours par cœur. Le soir, en rentrant, je révisais. Je faisais les exercices. J'étudiais. Et sur la première période, j'ai fait ça, disons, pendant 2 semestres la première année, tous les jours, de 8h à 2h du matin, que je révisais. C'est pour ça quand je dis 16 heures par jour, j'exagère même pas. Sachant que c'était pas une très bonne idée, parce que j'ai découvert littéralement les lois de la biologie du corps, et qu'effectivement, quand tu manques de sommeil, ton cerveau fonctionne vraiment moins bien. Du coup, au bout de 2 trimestres à galérer à un rythme un peu bizarre, j'ai essayé de me caler sur des rythmes de 7h, 23h, pour avoir systématiquement 8 heures de sommeil,
Et mes résultats ont remonté. Mais Vraiment. c'est littéralement, je twistais mon corps pour essayer d'avoir une optimisation de son fonctionnement. Mais dans les faits, je passais littéralement tout mon temps à étudier. Aucune activité extrascolaire, aucune interaction sociale. Je ne parlais même pas à ma famille. Je ne faisais qu'étudier tout le temps pendant 2 ans. C'était en 2010-2011. Ouais. Et c'était long. Avec du recul, je me pose encore la question de comment j'ai fait pour tenir. Je saurais pas dire, je pense que c'est un trait de caractère et puis une éducation qui, depuis l'enfance, on m'a dit tu bosses et tu la boucles. Et d'un moment, c'est tellement entré que je l'ai fait, littéralement. J'ai bossé, je n'ai rien dit pendant 2 ans, littéralement. Donc, mais voilà, concrètement, mon état mental était pas très sain. J'étais en crise d'angoisse permanente, dans la peur de l'échec systématiquement. Je ne prenais aucun plaisir à ce que j'étudiais. Il faut savoir que, ça se voit à ma tête, je sors d'un schéma socioculturel arabo-musulman, qui est plutôt connu, tristement, mais c'est véridique, pour ne pas être très intéressé par l'émotionnel, le bien-être psychologique. Et c'était très très vrai pour moi aussi. C'était même pas de la violence voulue de la part de ma famille, de mes parents ou du schéma. Hein. C'était une vraie méconnaissance. C'est le mental, ça n'existe pas. Enfin, les émotions, ça n'existe pas. C'est littéralement, tu la fermes et tu bosses. Tu es là pour ça, tu vis pour ça. Donc, je n'avais strictement aucune culture du sujet. Ce qui m'attriste un peu, c'est que, à mon époque, encore une fois, le système scolaire français, j'ai fait toutes mes études en France, j'ai vécu toute ma vie en France, mais le système scolaire et socio-culturel français était relativement similaire. Personne n'est venu me prendre par la main quand il me voyait blanc comme un ange et complètement dépité, ou même à pleurer, ou avoir des attaques de panique pendant les cours, pour me dire ça va. J'en avais rien à foutre. Ta gueule et bosse. Donc, clairement, aujourd'hui j'ai ce recul parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, l'humain, la psyché humaine. Mais à l'époque, je n'en avais pas conscience de ce que je vivais. C'est même plus sordide que ça, c'est que pour moi c'était normal. Il faut savoir que je suis aujourd'hui diagnostiqué TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention, et que concrètement, un TDAH, quand il n'est pas intéressé par ce qu'il fait, ses capacités à mémoriser sont fortement diminuées par rapport à la moyenne. Donc c'est cet état, le caractère angoissant et frustrant, c'est que j'apprenais comme un fou furieux mes cours pour un examen. Le lendemain de l'examen, j'avais tout oublié. J'étais censé stocker 2 ans d'informations pour un examen final. Et bah, j'y arrivais pas. Et c'est pour ça que je compensais, entre guillemets, en étudiant autant. C'est que dans les journées, je réétudiais ce que j'avais appris les jours précédents. Parce que je les oubliais systématiquement, mes cours. Théoriquement, il y a une logique. Mon cerveau a refusé de la voir. Pendant longtemps, je me suis senti profondément mal. Je me trouvais plus bête que les autres. Mais je relativise, je me dis que c'est peut-être que quelque chose en moi refusait de suivre la logique mathématique. Parce que maintenant, avec du recul, quand je me penche sur des problématiques physiques ou mathématiques, je les comprends relativement vite. Hein. J'ai pas besoin de m'acharner pour l'intégrer. Mais en prépa, c'était impossible. Je ne comprenais pas, donc la seule chose que je pouvais faire, c'était de apprendre par cœur des schémas et les régurgiter à l'examen, sans même souvent comprendre ce que j'étudiais. Au lycée, c'était la même chose, mais avec un rythme beaucoup moins agressif. Mais tu étais déjà habitué à pas comprendre ce que tu faisais. Tout à fait. Tout à fait, notamment dans les matières scientifiques abstraites, mathématiques pures, algèbre, etc. Je ne comprenais pas ce que j'étudiais. J'avais quelque chose comme 8 de moyenne en maths au lycée, mais pour le bac, ayant eu une bonne crise d'angoisse, d'un seul coup j'ai réussi à me motiver. C'est aussi un des fonctionnements des hyperactifs, quand on est angoissé, on a suffisamment d'hormones pour que le cerveau se réagisse. Donc j'ai commencé à apprendre par cœur de manière frénétique pendant les 2 semaines avant le bac, tous les cours de maths et tous les exercices de maths, ce qui fait que j'ai pu avoir un solide 15 au bac en maths. Passer de 8 à 15 juste en apprenant bêtement par cœur. Et c'est un petit peu la méthode que j'ai utilisée en prépa. Ah, ça a fonctionné d'une certaine manière, oui, et c'est triste.
À dire, en vrai, c'est un problème que ça ait fonctionné. Parce que concrètement, la prépa, c'est un message relativement clair. On s'en fout que tu comprennes ce que tu fais. On s'en fout que ça serve à quelque chose à un moment donné. Ce qui compte, c'est que tu es capable de le régurgiter par cœur. Et littéralement, tu peux ne rien comprendre à ce que tu étudies, tu vas quand même pouvoir avoir des bons résultats. C'est quand même bizarre. Pour moi, c'est le moyen d'écrémer un type de profil. Ceux qui n'ont pas une bonne mémoire. Purement et simplement. Le but de la prépa est d'évaluer ta capacité à assimiler de l'information, de la maintenir dans ta tête et de la régurgiter au moment venu. Et pour moi, il y avait, j'utilise bien le passé, une utilité à ça. Et effectivement, à une époque, je pense à l'époque où les prépas ont été créés, un ingénieur, ça devait avoir une excellente mémoire. Parce que les domaines de la mécanique, de la physique, thermodynamique, c'est énormément de sciences abstraites et énormément de données et de formules à connaître et à exploiter pour pouvoir réaliser de l'ingénierie dans ce domaine. Et à une époque où l'ordinateur et l'informatique moderne avec toutes les capacités qu'on a aujourd'hui n'existaient pas, la seule chose sur laquelle on pouvait compter, c'était la mémoire de l'ingénieur. Donc c'était vraiment une époque où les ingénieurs devaient avoir cette mémoire, cette capacité à traiter de la donnée. Aujourd'hui, c'est obsolète pour moi. Apprendre frénétiquement pendant 2 ans un ensemble de données alors qu'on n'y comprend rien, on ne sait même pas à quoi ça sert, ça n'a plus vraiment d'utilité. Aujourd'hui, effectivement, on passe 2 minutes sur Google, on a tous les modèles mathématiques. J'ai même envie de dire que c'est même plus nécessaire. On a des logiciels de conception automatisée qui connaissent les équations pour nous, qui les utilisent bien mieux que nous. Donc ça n'a pas vraiment d'utilité. Et c'est même pour moi aujourd'hui, la prépa, en tout cas de mon expérience d'ingénieur, 8 ans d'expérience, devient même un frein, voire un handicap pour le domaine de l'ingénierie moderne. Dans le sens où, encore une fois, le but de la prépa, c'est de ne garder que des profils avec des grosses capacités de mémoire. Et ce ne sont pas les profils les plus intéressants aujourd'hui pour faire de bons ingénieurs. Fut un temps, j'en doute pas, on n'avait pas d'ordinateur, il fallait des machines à calculer dans la tête. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, pour moi, un bon ingénieur, c'est quelqu'un qui a une profonde capacité à s'adapter et à être créatif. Aujourd'hui, les problématiques d'ingénieur, ce n'est pas celles de l'époque où il fallait faire la machine la plus parfaite possible et prendre tout son temps et faire les meilleurs calculs possibles. Aujourd'hui, le monde change en permanence. Les technologies changent d'une semaine à l'autre. Et des fois, pour gagner un marché ou pour qu'un système soit plus performant ou plus compétitif qu'un autre, il faut être créatif. Or, la prépa tend à éliminer un maximum ce genre de profil. Parce que pour moi, on ne peut pas forcément tout le temps être ultra rationnel, ultra structuré dans sa tête et avoir des capacités de mémoire de dingue et être suffisamment créatif et think out of the box. Pour moi, c'est même 2 profils strictement opposés. Ça n'apprend pas à aller vite, ça apprend à aller dans une direction, ce qui n'est pas pareil. Et honnêtement, je l'ai constaté dans mes années d'expérience en ingénierie, notamment dans le domaine de l'industrie, où c'est vraiment l'élite de l'ingénieur, mais pas sur les informaticiens ou les ingénieurs du numérique, qui sont beaucoup plus des profils créatifs, entre guillemets, qui ont baigné dans le numérique contemporain, type réseaux sociaux ou autres. Là, pour le coup, on retrouve des profils créatifs qui fonctionnent très bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le domaine du numérique, c'est celui qui évolue le plus facilement et le plus rapidement. Dans l'ingénierie un peu plus classique, donc industrielle, aéronautique, automobile, c'est une catastrophe. Très sincèrement, en termes de capacité d'évolution, d'adaptation par rapport aux besoins de la société, c'est une catastrophe. Ils vont tout droit dans leur direction. Mais dès que les choses changent, les choses bougent, les choses évoluent, il n'y a plus personne. Ah, ils sont parfaitement capables de résoudre des problèmes d'équations mathématiques compliqués. Mais je me suis retrouvé à diriger des types qui ont 20-25 ans de carrière parce qu'ils paniquent dès qu'il y a un sujet qui change. Or, aujourd'hui, c'est le quotidien. Les nouvelles générations sont un peu plus,
connectés, sont un peu plus critiques, ont différents points de vue accessibles, là où, à mon époque, on était beaucoup plus influencé par ce qu'on avait, c'est-à-dire un schéma, celui de la société, celui que le système scolaire valorisait. Je pense que maintenant, pour attirer les nouvelles générations dans un domaine, il faut se montrer attirant. Là où, à l'époque, la prépa, c'était de toute façon, c'est la prépa ou t'es une merde. C'était un petit peu ça le discours. Il n'y avait pas d'autres discours possibles, entre guillemets. Donc, clairement, la façon dont on l'a vendu, la prépa, c'est concrètement, c'est l'élite. Et que si tu n'es pas dans l'élite, t'es une merde. Mais ni plus ni moins, ce n'est pas bienveillant, ce n'était pas accueillant, ce n'était pas la joie, c'est on va te faire mal, on va te faire souffrir, on va t'emmener en enfer. Juste pour voir si t'es capable d'être l'élite. On continue de partager, entre guillemets, ce discours d'élite, mais on sait plus ce que ça veut dire. C'est juste que la génération nous a pas partagé cette idée. Ah, mais tu sais, quand t'as fait prépa ou quand t'as fait école d'ingénieur, t'es l'élite de la France. Hein. C'est ce que me disaient aussi les anciens. Hein. Ce que les anciens leur disaient aussi. Mais concrètement, plus rien dire aujourd'hui. Hein. Être ingénieur, c'est terrible, mais même aujourd'hui, on dit, plus personne dit, t'es ingénieur, c'est vrai, t'es ingénieur, t'es dans l'informatique. Il n'y a rien de l'élite pour moi, enfin, en tout cas, c'est pas valorisé comme tel. Je fais un boulot, et même des fois, je me suis retrouvé dans des boulots où, qu'est-ce que je fous là? C'est de la branlette intellectuelle, ou c'est des conneries, des fois. Hein. On passe notre temps à faire des réunions qui n'ont ni queue ni tête parce qu'on est incapable de trouver des solutions, parce qu'on est complètement figé sur des idées reçues et qu'on est incapable de sortir de nos schémas. Enfin, il n'y a rien de transcendant. Je pense que c'est juste un moyen, entre guillemets, de se flatter l'ego, mais que derrière, c'était peut-être vrai à une époque où effectivement la science cherchait à évoluer de plus en plus et que c'était pas facile parce qu'encore une fois, on n'avait pas les outils numériques d'aujourd'hui. Vraiment, fallait clairement être un génie, avoir un quotient intellectuel de 130 et plus, avec une capacité de mémorisation de dingue. Je pense, à une époque, ça devait être vrai. Aujourd'hui, un petit jeune qui sait coder, il est vachement plus pertinent et intéressant qu'un mec de 50 ans qui a fait prépa. Hein. Est-ce qu'il y a un moyen de bien vivre la prépa? Oui, si tu es fait pour vivre la prépa. Parce qu'encore une fois, ça c'est ma conviction profonde, le seul et unique but de la prépa, c'est d'identifier un type de profil. Si tu fais partie de ce profil-là, félicitations, tu vas bien vivre ta prépa. Mais c'est le seul et unique moyen pour moi. C'est que tu as une très très forte mémoire et une très faible sensibilité émotionnelle. C'est gore, hein, mais il y a des profils comme ça, hein, c'est avec un défaut d'empathie ou alors une faible sensibilité émotionnelle et une mémoire à long terme, une mémoire photographique complètement dingue. Et c'est ce que veut la prépa, hein. Ce sont les profils recherchés. Pas trop d'émotions et beaucoup de mémoire. Si tu rentres dans cette catégorie-là, tu vas passer un bon moment, parce que ce sera évident pour toi. Sauf que c'est pas le cas de l'humanité tout entière, loin de là. C'est aussi une des problématiques que la société doit prendre en compte aujourd'hui, c'est que on ne peut pas apprendre en mode survie. Quand on est en état d'angoisse et de stress permanent, le cerveau il a autre chose à faire que d'apprendre des équations par cœur. Là où si tu te sens bien, que tu te sens épanoui, que tu te sens en paix, là tu peux potentiellement commencer à essayer de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui sollicite entre guillemets tes capacités. Maintenant la vraie question c'est est-ce que la prépa devrait perdurer comme elle existe? Pour moi non, parce qu'encore une fois, ces profils-là, bien que j'en suis persuadé, aient une utilité dans la société, ils sont relativement obsolètes au vu des besoins de l'ingénierie et même de la recherche moderne. Parce que c'est bien de mémoriser plein de trucs, mais aujourd'hui c'est vachement mieux d'avoir de l'intuition, de la créativité, une certaine sensibilité, même pour interagir avec les gens. Aujourd'hui on est dans un monde ultra connecté où tout est relié. Quelqu'un qui va avoir de bonnes capacités pour négocier, échanger avec des experts, des spécialistes, mettre tout le monde d'accord, sera bien plus efficace dans un projet scientifique,
même dans un projet de recherche, personne qui a une capacité de mémoire de dingue. Si t'es incapable d'interagir, rien à foutre de tes capacités scientifiques. Hein. Tu n'apportes rien. Donc, c'est un équilibrage à avoir. Mieux vaut être plus sensible et avoir moins de mémoire aujourd'hui pour être un bon scientifique que d'être capable de tout apprendre par cœur et être un sociopathe. Désolé. Voilà pour cette première partie de l'interview d'Ali. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite grandement à réagir en commentaire ou sur Instagram à tous les propos qu'il a dit, parce que il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez potentiellement ne pas être d'accord, et c'est le but aussi, c'est de faire du débat et des discussions sur le sujet. La semaine prochaine, vous aurez la suite de l'interview qui traitera plus du sujet de l'ingénierie et du monde du travail. Voilà, j'espère que ce projet vous plaira, qui vous fera réfléchir, et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des réactions.